Bonjour tout le monde, mon nom est Rachid Kadouche. Donc, je suis enseignant ici au collège et je suis aussi je suis un collaborateur, un très proche collaborateur du CIMEC. Donc, je travaille comme consultant au CIMEC aussi. Et je suis aussi chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et à l'UQAM aussi. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le lien qu'il y a entre l'Internet des objets et le cloud. OK? Vous êtes prêts? Hein? C'est bon? Je vais vous montrer d'abord un petit peu mon parcours. Donc, moi, j'ai fait un doctorat en France, OK? Donc, dans une école de télécommunications. Donc, vous voyez un peu le lien. Et j'ai fait aussi un postdoc à l'Université de Sherbrooke. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le Domus Lab. Non, ça va? OK. Donc, enfin, un petit résumé du Domus Lab de l'Université de Sherbrooke. C'est un petit appartement intelligent donc, qui est bourré de capteurs. Donc, on essaye bien sûr d'étudier l'activité des personnes dans un appartement. Et bien sûr, ces capteurs-là vont nous permettre de récolter des informations sur cette activité. Et puis, ces données-là, nous, on va les gérer, on va les étudier pour essayer de sortir des patterns, sortir des activités, des habitudes, etc. Et ces habitudes, bien sûr, plus tard, on va essayer d'automatiser certains services qui sont dans la maison pour ces personnes. Et bien sûr, on a travaillé beaucoup sur les personnes ayant des déficits. Dans le fond, on a travaillé avec les personnes âgées et les personnes handicapées. Personnes âgées, on a travaillé aussi sur les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. On a beaucoup de projets sur ça. Et pourquoi en fait? Parce qu'on essaye bien sûr de les rendre en quelque sorte autonomes. En leur proposant des maisons, ou plutôt des appartements intelligents qui leur permettent bien sûr de compenser un peu la déficience ou l'handicap qu'ils ont. Okay? C'est sûr que ce n'est pas ça ma présentation. Je ne vais pas aller dans ces détails, mais je vais en parler un peu quand je vais arriver au volet domotique dans l'Internet des objets. Mais bon, je vais plus parler sur le cloud et sur les autres volets aussi de l'Internet des objets. Donc, mes domaines de recherche, vous l'avez deviné, c'est la domotique, l'IoT, l'IHM. L'IHM, c'est l'interaction homme-machine, OK? Donc, tout ce qui est conception d'interface, interface intelligente, l'adaptation d'interface. OK? Donc, tout ça, c'est des choses que j'ai de l'intérêt pour ça. Et c'est ça, donc dans le fond, si vous avez des questions plus tard sur mon parcours, sur mes intérêts de recherche, vous êtes les bienvenus. OK, donc, c'est un petit schéma que peut-être vous avez vu longtemps aujourd'hui, hier, ou peut-être si vous étiez là hier. Donc, l'évolution des nouvelles technologies. OK? Donc, ça a commencé du PDP-11, je sais pas, vous connaissez un peu, moi je ne le connais pas, je n'étais pas encore né, mais les vieilles ou les vieux ordis. OK? Donc, les ordis qui faisaient 2 fois la salle qui est là, qui met en performance, c'est un dixième de ce que fait un cellulaire ou peut-être plus. Puis après, on est passé des vieux ordis au réseau. Donc, la création du réseau, on va dire, ça a révolutionné la télécommunication et l'informatique en général. Donc, ça, c'était dans les années 70-80. Le premier réseau, c'est le réseau ARPANET qui est apparu, bien sûr, aux États-Unis. Donc, c'est lui qui a permis, bien sûr, d'introduire le concept de communication entre machines. Okay? Puis après, on a vu l'apparition du courriel aussi. Okay? Donc ça aussi, ça a révolutionné un peu la communication dans le monde informatique. Puis après, dans les années 90 jusqu'à, on va dire, avant 2010, on a eu l'Internet, okay, qui est toujours là, bien sûr, mais là, on parle plus d'autre chose que Internet. Mais Internet, c'est ça, le petit réseau que vous avez ici, donc on peut dire que ça a été propagé pour essayer de connecter tous les ordinateurs du monde. Okay? Maintenant, on est rendu à l'Internet des objets. En fait, c'est quoi l'Internet des objets? C'est l'Internet plus les objets qui sont autour, qui communiquent aussi, okay, comme les machines communiquent d'habitude. Donc, vous avez Internet, vous collez dessus les machines, les objets communicants, prenez ce que vous voulez. Là, on a l'Internet des objets. Dans le fond, ça va nous définir ce que c'est que l'Internet des objets. En fait, c'est juste l'extension, dans le fond, de l'Internet en incluant les objets qui communiquent. Pas plus que ça. OK? Donc, là, j'ai donné des petits exemples, les tablettes, les smartphones, les voitures, tout ce que vous voulez. Donc, tout ça, c'est ça ce qu'on appelle l'Internet des objets.
Donc, je vais vous parler un peu de chiffres, juste pour vous essayer de convaincre que c'est quand même un événement ou un avènement, comme on dit, qui ne peut pas passer inaperçu. Okay? Donc, en termes de chiffres, c'est vraiment impensable. Donc là, on voit, par exemple, on peut catégoriser l'Internet des objets en 3 classes. Okay? Donc, on a les ordinateurs que vous connaissez, portables et tout. Ça aussi, ça doit être inclus donc, dans l'Internet des objets. Donc, on peut voir ici comment ça a évolué en termes de nombre de bidules, okay? En nombre d'objets. Donc, c'est sûr que si on compare ça avec le dernier ou la dernière catégorie, c'est pas beaucoup, mais quand même, ça évolue. Donc, on prévoit un 4 milliards d'ici 2020. Okay? Pour les équipements de communication, donc ce que j'entends par équipement de communication, c'est toutes les machines qui communiquent entre elles. Okay? Donc, ça prend ce que vous connaissez, les compteurs intelligents, ça prend les robots, tous les objets qui communiquent. Donc, ça, on peut les englober dans une autre catégorie. Donc, qui est comme deuxième par rapport à si on peut répartir en pourcentage. Donc, ça va être la deuxième plus grande catégorie. Donc là, on parle de 10 milliards d'objets en 2020. C'est pas beaucoup, mais c'est pas beaucoup par rapport aux autres, bien sûr, mais c'est énorme, OK? Et là, ça arrive le dernier point, ou plutôt la dernière catégorie. Là, on est rendu avec 65 milliards d'objets. Donc, on prévoit 65 milliards d'objets d'ici 2020. Et ça, ça ne peut pas passer inaperçu. C'est beaucoup, c'est énorme. Donc, on doit vraiment, apporter attention à ce point-là parce que c'est l'avenir. Okay? Donc, c'est l'avenir, on voit que ça évolue, ça va trop vite. Okay? Donc, c'est ça. Donc, dans le fond, ce petit schéma ou cette répartition, elle peut englober, ou plutôt elle peut vous expliquer un peu tout ce qui est l'Internet des objets en chiffres, bien sûr. Okay? Maintenant, je vais essayer de vous expliquer un peu le domaine d'application de l'Internet des objets. Donc, j'ai essayé de classer ça parce que sur Internet, c'est énorme. Donc, vous pouvez trouver pas mal de sortes, comment ils classent l'Internet des objets. Moi, je me suis un peu permis de classer ça comme ça. Okay? Donc, la première catégorie, c'est les transports. Et c'est le domaine c'est le domaine qui utilise le plus l'Internet des objets. Le transport, donc ça prend bien sûr les voitures, les bus, les trains, les avions, les vélos, les motos, tout ce que vous voulez, tout ce qui bouge. Okay? Donc, tout ça, on peut l'englober dans la catégorie transport. Transport, moi, j'ai pris ici un petit exemple avec une petite vidéo qui explique un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est sûr que ça, c'est l'idéal. On n'est pas encore rendu là, mais ça s'en vient. Donc, moi, je peux prédire 5-4 ans peut-être pour arriver à ce que vous voyez ici. Donc, l'exemple qu'on donne le plus pour parler de transport dans l'Internet des objets, c'est la voiture. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'Internet des comment l'Internet des objets, ou plutôt comment la voiture utilise l'Internet des objets? Je pense que ça, vous le savez déjà. On intègre des petites bidules, okay, les petits objets, là, les objets communicants, on les intègre un peu partout dans la voiture. Pas uniquement un seul qui est intégré dans la voiture, mais partout. Donc, on peut trouver dans les pneus, on peut trouver ça dans la radio, dans tout ce que vous voulez. Okay? Donc, à quoi ça va servir? Donc, bien sûr, on a dit que l'Internet des objets, c'est très bien, ou plutôt c'est beaucoup utilisé dans le domaine des transports, mais à quoi ça sert en réalité? Si je prends l'exemple de la voiture, okay? Donc, ça aide et ça révolutionne un peu le domaine du transport, surtout particulièrement les voitures. Donc, comme l'a présenté ce matin Claude, je pense, j'ai oublié le nom, c'est ça. Donc, les voitures, bien sûr, on peut catégoriser ça, ou plutôt on peut diviser ça en deux. Donc, le fait d'utiliser l'Internet des objets ou les objets communicants en voiture, l'avantage, on peut le diviser en deux. Donc, il y a un avantage corporel, dans le fond, pour la voiture en soi. Donc, dans le fond, s'il y a une panne, donc elle peut déjà l'afficher ou elle peut déjà le montrer au conducteur. Okay? Donc, aussi, on peut aller, donc la voiture aussi qui contient des senseurs ou des objets intelligents, donc elle peut identifier, elle peut prédire certaines pannes, par exemple. Okay? Mais là où c'est très important d'utiliser l'Internet des objets, c'est plutôt quand on envoie l'information
et l'envoie bien sûr pour qu'elle puisse être utilisée ailleurs. Donc là, je reviens bien sûr au cloud. Donc bien sûr, ça va être mes prochaines slides après. Donc quand vous allez collecter des données, de toutes les voitures qui circulent, donc ça va donner bien sûr un avantage en termes, par exemple, pour régler le trafic. Si on veut régler le trafic, donc, ce serait bien d'avoir les informations de toutes les voitures qui circulent. Ça nous donne, s'il y a un bouchon, par exemple, on peut l'identifier facilement. Aussi, par exemple, si on a un modèle de voiture qui présente, par exemple, une panne, donc qui va être détecté, bien sûr, par un objet communicant, ce modèle, bien sûr, va être, bien sûr, reporté jusqu'au constructeur. Le constructeur, bien sûr, il va essayer peut-être de rappeler toutes les voitures de façon automatique. Et bien sûr, ça se fait de façon automatique. Donc, ça va réduire le temps, ça réduit même les coûts. Et puis après, on peut même aller dans le design, de changer le design donc, de la voiture, juste en ayant bien sûr ces objets qui communiquent, qui nous récoltent ces informations. Donc on peut en parler longtemps sur ça, mais ce n'est pas l'objectif bien sûr de la présentation. Donc je pense qu'en parallèle, il y a un atelier qui parle de ça. Donc, mais moi, bien sûr, je vais me focaliser sur autre chose, c'est surtout sur le cloud. Mais d'abord, je vais présenter aussi le deuxième volet où l'Internet des objets est aussi utilisé, largement utilisé. Donc c'est les services de santé. Donc quand je dis services de santé, donc, ça peut dire les hôpitaux, ça peut être aussi à la maison, dans le fond, si on entoure la personne avec des objets communicants, donc ça nous donne des informations sur cet objet, sur cette personne, donc sur son état de santé. Donc si par exemple une personne elle est réputée pour avoir des crises cardiaques ou faire des chutes et tout, donc on peut, en disant des objets communicants, on peut laisser la personne toute seule à la maison et elle va être monitorée par ces senseurs-là. Donc, cette information, bien sûr, elle va être récoltée, elle va être remontée. Et donc, on n'a pas besoin d'assister la personne, on n'a pas besoin d'avoir une tierce personne à la maison juste pour surveiller une personne. Et ça, je vous le dis, ça coûte très, très cher. Donc, on a soumis plein de projets pour ce volet-là. Et je vous dis, le gouvernement est très, très motivé à investir dans ce genre de projet. Donc, la santé, quand je vous dis, c'est énorme. Donc, ça peut être aussi à l'hôpital, comme vous voyez ici le petit exemple. Donc, ça facilite un peu l'hospitalisation des patients si on a un accident. Donc, si on a toutes nos infos qui sont, par exemple, intégrées dans un cellulaire ou un téléphone ou ce que vous voulez. Donc, quand on arrive à l'hôpital, on peut tout télécharger ou communiquer avec le poste et puis, bien sûr, réserver aussi la salle ou prédire plein d'affaires comme ça. Donc, ça, bien sûr, c'est possible avec l'Internet des objets. Donc ça, c'est le volet santé. Le volet où j'ai beaucoup travaillé, bien sûr, c'est le volet domotique. Donc là aussi, je ne vais pas m'étaler beaucoup, mais je vous dis, on est vraiment, ce que vous voyez ici, c'est possible. C'est pas quelque chose qui est pas... Donc, dans le fond, on a des maisons qui peuvent faire tout ce que vous voyez ici. Donc, on a actuellement des frigos intelligents qui peuvent communiquer avec leurs propriétaires pour leur annoncer ce qui manque, ce qui va périr. Donc, tous les aliments qui vont périr, enfin, qui vont être... qui sont plus utilisés, etc. Donc, on a plein d'affaires comme ça qui sont déjà fonctionnelles. Donc, la domotique, je vais vous dire, c'est le domaine le plus accessible, le plus accessible parce que des petites bédules comme ça ne coûte pas trop cher. Donc, vous pouvez acheter un petit module je sais pas, à 200 pièces, l'intégrer chez vous. Vous pouvez régler la température de là où vous voulez. Vous êtes au travail, vous êtes, je sais pas moi, vous faites vos épiceries, donc vous pouvez aller préchauffer votre appartement très, très facilement. Donc, et ce qu'on peut aussi, les données qui sont récoltées par les objets communicants dans les maisons intelligentes, donc les smart house, on appelle ça. Donc, on peut vraiment les utiliser pour d'autres, bien sûr, pour d'autres raisons, ou plutôt pour d'autres besoins. Donc, surtout pour la sécurité. Donc, on utilise beaucoup les données récoltées pour la sécurité. Par exemple, on peut détecter l'intrusion, on peut détecter les chutes pour les personnes âgées, etc. Donc, il y a plein d'affaires qui se font dans ce domaine. Et je vous dis, on est très, très bien avancé. Et il y a des miracles qui se font sur ce domaine, la domotique. C'est vraiment l'Internet des objets dans la domotique, c'est très avancé. Donc, il y en a d'autres aussi que je n'ai pas vraiment détaillé, mais
juste pour vous montrer un peu que l'Internet des objets, elle est partout maintenant. Donc, on parle de ville intelligente, par exemple, ce qui se passe à Montréal actuellement. Donc, on favorise ça et donc, la mairie de Montréal, donc, elle pousse ce volet-là de façon vraiment très forte. Okay? Donc, on a les aéroports intelligents, donc les usines intelligentes, les écoles intelligentes, etc. Okay? Donc là, j'ai résumé un peu tout ce que tous les domaines un peu où on applique, ou plutôt où l'Internet des objets est utilisé. Donc là, je vais passer maintenant à la deuxième partie de ma présentation, c'est le cloud. Donc on va voir un peu le lien entre les deux avènements en fait. Okay? Donc si je reste encore avec l'IoT, donc qu'est-ce que ça représente? Donc l'enfant, quand vous allez récolter les données, les données que vous allez récolter de tout ce que j'ai expliqué là tout de suite. Donc, c'est vraiment des états-octets. Donc, les états-octets, c'est 10-24 téraoctets. Donc, vous imaginez, c'est énorme en termes de données. Donc, toutes ces données-là qui vont être récoltées, donc ça prend bien sûr un support pour les stocker. Donc, c'est quand même énorme en termes de quantité de données. Donc, vous avez la quantité de données. Donc, vous avez aussi le traitement de ces données, qui n'est pas facile. Donc, traiter des données de taille de zeta-octets ou plus, ça, on ne peut pas l'imaginer. Okay? Donc, vous avez aussi le stockage et le traitement des données. Ça prend bien sûr une expertise. Okay? Ça prend des gens qui se connaissent dans le domaine du big data. C'est des gens qui connaissent le data mining pour aller filtrer ces données et faire de l'apprentissage sur ces données. Donc, toutes ces choses-là, donc, est-ce qu'on peut faire, par exemple, si je prends l'exemple de la voiture, est-ce que vous pensez qu'on peut faire tout ça dans une voiture? Non, ça ne marche pas, c'est impossible. Donc, c'est pas possible de faire tout ce que vous voyez ici et de traiter les données, stocker les données dans une voiture. Ça ne marche pas. Okay? Donc, c'est quoi la solution? Ben, c'est le cloud. C'est pour ça que le cloud, il est là. Donc, il répond à ce besoin. Donc, le cloud, on l'utilise pour stocker les données, pour traiter les données, okay? Et aussi toutes les technologies, les algorithmes que vous voulez pour aller traiter ces données, donc, sont aussi dans le cloud. Donc, la voiture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait juste récolter et envoyer ces données. C'est tout. Okay? Donc, c'est ça, en fait, la beauté de la chose, c'est que le cloud va, bien sûr, récupérer ces données et puis, bien sûr, aller les traiter. Bien sûr, il y a le volet communication que je n'ai pas abordé dans la présentation. La communication, c'est bien sûr comment aller apporter, plutôt transporter ces données de la voiture jusqu'à le cloud, parce que c'est comme un endroit à quelque part qui va récupérer ces données et les stocker. Donc, le fait de transporter les données jusqu'à cet endroit, ça prend quand même ça prend des technologies de communication très puissantes, mais ça, je ne vais pas rentrer dans ce détail parce qu'il y a beaucoup de travaux de recherche qui se font dans ce domaine. OK? Donc, c'est quoi le cloud, en gros? En gros, le cloud, c'est d'essayer de déporter ou plutôt délocaliser les données et leur traitement dans un endroit qui n'est pas dans le même endroit où elles sont récoltées, ou plutôt elles sont récupérées. Pourquoi? Ben, le cloud, parce que le cloud est plus rapide, plus de capacité de stockage, plus simple à utiliser, okay? Plus sûr. Bon, sûr, on va parler tout à l'heure, parce que la faiblesse du cloud, c'est la sécurité, mais on va en parler, bien sûr. Donc, l'économie, c'est plus économique aussi. Donc, amener un disque dur de je ne sais pas combien d'octets et mettre ça dans une voiture, ça coûte énormément cher en consommation et en pleine... de toute façon, c'est insensé, c'est tout. Donc, c'est pour ça que le cloud va répondre à cette problématique. Donc, juste une idée, ou plutôt je vous donne un petit schéma pour montrer un peu l'utilisation du cloud dans l'industrie. Donc, c'est quand même beaucoup de milliards de dollars qui sont investis, ou plutôt qui sont utilisés dans le cloud. Donc, regardez, on est dans les 72 milliards de dollars qui sont bien sûr utilisés. Donc, en 2020, on prévoit 191 milliards de dollars. Donc, ça, c'est juste pour le cloud. C'est beaucoup. Donc, en termes, quand on parle d'utilisation de données, le cloud, là, ça prend aussi la communication dont je parlais tout à l'heure. Regardez ici, ça, c'est le trafic Internet. Okay? Donc, le trafic Internet, l'évolution du trafic Internet en 2017, donc on a 5,3 gigabytes, enfin plutôt, gigabytes, c'est énorme, okay? C'est beaucoup. Okay? Donc, ça explique un peu comment le cloud, ou plutôt le cloud, comment il évolue et surtout comment il est utilisé. Okay? Donc, s'il y a beaucoup de trafic, c'est qu'il y a beaucoup de données qui circulent.
Et c'est ça le cloud, en fait. OK? OK, donc, c'est quoi le cloud, si on veut le définir? C'est bien sûr, on l'a dit, donc c'est déporter les données, etc., les déporter et bien sûr les délocaliser dans un lieu qui va assurer leur traitement et leur stockage. Mais est-ce qu'il y a des... c'est quoi les catégories du cloud? C'est quoi les services? C'est ça que je vais expliquer tout de suite. Selon le International Institute of Standard and Technology, donc il y a 3 catégories où il y a 3 services de cloud. Il y a le IaaS, le PaaS et le SaaS. OK? Donc, je vais expliquer ça, bien sûr, dans quelques instants. Donc, mais avant d'expliquer ce que c'est que ces 3, bien sûr, services du cloud, je ne sais pas si vous aimez la pizza, mais je vais essayer d'expliquer justement ces services avec une préparation de pizza. Donc, pour préparer une pizza ou pour manger une pizza en général, on a plusieurs façons de faire. Donc, soit on va la préparer de zéro, on va toute la préparer chez nous. Donc, vous allez préparer la pâte, le fromage, la sauce tomate, tout chez vous. Et après, vous allez la cuire chez vous et la manger chez vous. Donc, ça, c'est la première catégorie, la première possibilité. Deuxième possibilité, donc vous allez acheter déjà la pâte prête, OK? Ou même peut-être congelée, cuite, et même le fromage aussi. Et arriver chez vous, vous allez juste la chauffer et bien sûr, puis après la manger. Troisième possibilité, c'est bien sûr de se faire livrer une pizza. OK? Donc là, on évite d'utiliser notre four. Donc elle va arriver toute chaude. Il reste juste à la bouffer, à la manger. OK? Sinon, on va manger au restaurant. OK? Ça coûte plus cher, mais on n'utilise rien du tout. Dans le fond, on fait juste que manger, c'est tout. OK? Donc, pourquoi je présente ça? Vous allez voir que les 3 services du cloud, ça ressemble exactement à ça. Ça dépendra de la partie. OK? Parce que le cloud, c'est plusieurs couches. Donc, quelle est la couche qui est utilisée ou elle est où cette couche-là? Est-ce qu'elle est chez toi ou elle est chez le fournisseur? Donc, c'est ça, en fait, dans le fond, c'est ça qui fait qu'il y a 3 services. Donc, on va parler plus des couches bien sûr, qui constituent le traitement de données en général. Donc, c'est ça. Donc, dans le fond, les couches, c'est quoi? C'est la couche application, middleware, donc la couche OS, donc le système d'exploitation, la virtualisation, donc la virtualisation, c'est elle qui supporte l'OS. Et dites-vous que c'est ça, en fait, qui a fait, s'il n'y avait pas la virtualisation, il n'y aurait pas le cloud en général, parce que c'est ça qui permet d'avoir plusieurs machines dans un seul serveur. Donc, c'est ça. Donc, le serveur stockage, donc ça, c'est pour la redondance, par exemple, du données, le réseau et puis après, bien sûr, vos données. Donc, rapidement, donc, je vais expliquer le IaaS, le Infrastructure as a Service. Donc, c'est quoi le IaaS? Tout simplement, ça, vous allez acheter un ordinateur qui contient acheter à louer, on va dire, parce que ça ne marche pas, on loue. Le cloud, c'est location, pas achat. Donc, on va louer un ordinateur, qui ne contient rien du tout. Donc, c'est nous qui allons installer le système d'exploitation. Et bien sûr, si tu installes le système d'exploitation, tu vas installer les applications, tu installeras aussi tes bases de données, etc. Donc, dans le fond, le IaaS, ça ressemble un peu à ça. Donc, dans le fond, vous avez les serveurs, le stockage, c'est sûr que les données, c'est toi qui les as, mais le support de stockage se trouve bien sûr chez le fournisseur. Donc, le fournisseur va te donner toute la technologie. Toi, il donnera bien sûr le matériel et toi, tu vas installer la machine virtuelle, tu vas installer l'OS, les applications et les données. Donc, c'est clair que c'est le cloud le moins utilisé. Et je vais montrer après des statistiques, vous allez voir, c'est quand même très, très utilisé. Donc, l'avantage d'avoir un OS ou plutôt un IaaS, c'est d'avoir les données chez soi, de gérer ces données par soi-même. Donc, la sécurité, donc on ne va pas vraiment avoir des craintes sur la sécurité de données parce que c'est nous qui les gérons, parce que c'est nous qui vont déployer en sorte toute la mécanique derrière le stockage des données. Mais c'est sûr que le stockage, le support est dans l'entreprise ou chez le fournisseur, mais quand même, c'est nous, par exemple, les protocoles pour sécuriser les données, ça, c'est nous qui gérons ça. Donc, le deuxième, PaaS, c'est Platform as a Service. Ça, c'est la moitié, en fait, c'est le mi-chemin. 5 minutes? OK. Donc, PaaS, donc c'est ça. Donc, ça va être, bien sûr, la moitié. Dans le fond, on va héberger, ou plutôt, on va louer un espace, ou plutôt une machine,
qui contient aussi, qu'on va louer aussi le système d'exploitation qui va aller avec. Et on louera aussi une application, ou peut-être non, OK? On va louer aussi, par exemple, une base de données. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les hébergeurs de sites web. Quand vous allez héberger votre site web, OK? Généralement, on vous donne la possibilité, par exemple, d'utiliser des bases de données. OK? Les bases de données, elles sont intégrées, MySQL, etc. Tu peux aller même avec des bases de données beaucoup plus puissantes comme Oracle, etc. Donc ça aussi, ça peut être catégorisé dans le PAS. Donc dans le fond, la base de données, okay, le logiciel, si vous voulez, ou le logiciel qui gère les bases de données, ça c'est le fournisseur qui le propose ou qui le donne. Toi, tu vas bien sûr stocker tes données dessus. Mais là aussi, donc, le schéma, donc ici, là, c'est clair que la machine virtuelle, donc elle est gérée moitié-moitié, l'application aussi moitié-moitié, parce qu'il te donne quand même l'accès pour paramétrer l'application. Okay? Mais les données, c'est toi qui les as. Donc, c'est toi qui vas rentrer les données dans la base de données. Le dernier, bien sûr, le SaaS. Donc, ça, c'est le Software as a Service. Ça, c'est le cloud, on va dire, le plus utilisé. Vous avez été étonné, mais c'est ça. C'est quoi ça? Tout est chez le fournisseur. Tout est chez le fournisseur. Comme exemple, votre Gmail, si vous l'avez, bien sûr. Le 365, ça, c'est un Office, okay, qui vous offre tous les produits Microsoft. Okay? Word, Excel, PowerPoint, etc. Tout est dans le cloud. C'est quoi l'avantage d'avoir des SaaS? Dites-vous que l'avantage est majeur. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas vous casser la tête pour la mise à jour. Il y a une version qui sort de Microsoft, okay, de Office par exemple. Pas besoin d'aller acheter une nouvelle licence pour cette nouvelle version parce qu'elle est déjà updatée au fur et à mesure. Donc ça, c'est très avantageux pour nous parce que quand même, on ne se soucie pas des mises à jour. On ne se soucie pas aussi des serveurs qui vont supporter, parce que généralement, les problèmes avec Microsoft, que vous savez, c'est tu ouvres un fichier, ça plante, ça n'ouvre pas, tu perds tes données, etc. Donc, toutes ces choses-là, ce n'est pas nous qui vont gérer ça, c'est le fournisseur. Et je vous dis, c'est le cloud le plus utilisé. Donc, je vous ai promis de vous montrer un petit schéma. Donc, ça, c'est avant de montrer le schéma qui montre un peu les pourcentages en termes d'utilisation des clouds. Donc là, ça va vous donner un peu une idée de ce que c'est le SaaS. Donc, vous avez une petite partie des données que vous allez gérer par vous-même, mais le reste, c'est le fournisseur. Donc là, il faut faire attention, bien sûr, les données, okay, une bonne partie des données sont stockées via des interfaces qui sont données par le fournisseur. Donc, dans le fond, le fournisseur, il sait exactement ce que vous avez comme données. Il a accès aux données. Contrairement, bien sûr, à ce que vous avez ici au EAS. Donc, il a la base de données. Okay? Le support de la base de données, il est là, mais le stockage des données, c'est toi qui le fais. Okay? Tu peux même encrypter les données et je ne pourrai pas les décrypter plus tard. Mais là, par contre, ici, non. On ne sait même pas, quand vous stockez vos données, on ne sait même pas quelle est la base de données utilisée derrière le SaaS. On ne sait pas. On ne sait pas, par exemple, Microsoft, le Google, donc le cloud de Google, par exemple, on ne sait pas, est-ce qu'ils utilisent Oracle ou MySQL? Moi, je dirais que c'est MySQL parce que c'est un produit Microsoft. Mais bon, on ne sait pas. Donc, ça reste à voir. Mais c'est ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est que nos données sont accessibles. C'est tout. OK? Donc ça, c'est juste rapidement pour vous montrer un peu, je pense que j'ai le deuxième ici qui montre un peu les pourcentages. Donc regardez, le SAS, c'est 59%. C'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est beaucoup. OK? OK, donc revenons à notre cloud, revenons à notre IoT. Donc l'IoT, tout à l'heure, on a dit on génère beaucoup, des quantités de données. OK? Le cloud, il est là pour répondre à cette problématique, bien sûr, pour aller chercher ces données donc, et bien sûr les exploiter. Récupérer les données, les exploiter. Donc, le cloud, lui, il est là. Il a la capacité pour stocker et la capacité aussi pour traiter. Parce que les data centers qui sont derrière, parce que le cloud, il repose sur les data centers. Donc, ils ont des ordinateurs hyper puissants. Je ne sais pas si vous connaissez le Mammouth qui est à l'Université de Sherbrooke. Ceux qui ont déjà fait... donc, c'est ça, le Mammouth, c'est une machine. J'avais un collègue qui travaillait en bioinformatique. Donc, juste en termes d'échelle. Donc, il y avait un calcul de séquençage à faire. Il m'a dit s'il allait le faire dans une machine normale, comme on l'a ici, ça lui prenait, je ne sais pas, 3-4 mois pour le faire. Mais avec le Mammouth, c'est un data center, ça prend 3 jours.
vous voyez un peu la différence et la puissance de calcul qu'offre le cloud donc, dans ce genre de choses. Donc c'est ça, donc le cloud il va répondre à cette problématique qui est bien sûr la quantité de données et l'exploitation aussi, le traitement de ces données. Donc ça, c'est les fournisseurs du cloud pour l'IoT, les plus grands fournisseurs du cloud pour l'IoT. Ben, les deux premiers que j'ai mis en gras, ça, c'est les plus connus. Okay? Donc Microsoft avec sa solution Azure et le AWS de Amazon. Ça, c'est les plus connus. Donc, c'est les leaders, on va dire, c'est les plus gros joueurs. Puis après, on a bien sûr IBM, Google, Apple et Cisco et autres. Okay? Donc, avant, bien sûr, je vais essayer donc l'avantage du cloud, donc la flexibilité, la puissance du calcul, la maintenance, ce n'est pas nous qui la font, bien sûr, pas de limite de taille, l'accessibilité, etc. Donc ça, j'en ai déjà parlé, mais le plus important, ça va être peut-être de montrer un peu les limites du cloud. Donc les limites du cloud, c'est surtout la sécurité. Donc les autres points, je pense qu'aussi, ce n'est pas compliqué à comprendre. Donc l'infrastructure réseau, elle dépend du DNS. Donc le DNS, c'est lui qui va identifier les machines. Donc les machines dans le monde, elles sont toutes identifiées avec des adresses. Ils ont des noms aussi. Donc toi, quand tu vas appeler ou chercher un serveur, tu vas l'appeler avec son nom, okay, ou chercher avec son nom. Donc le DNS, c'est lui qui va aller, bien sûr, chercher l'adresse IP derrière le nom. Donc, pour gérer ça, c'est comme une limite, okay? Parce que la communication, comme vous le savez, c'est de l'IP, c'est le protocole TCP qui est utilisé pour la communication, mais nous, on utilise plutôt des noms. Le coût aussi du cloud, ça, c'est une limite. La pérennité du service. Donc, on ne sait pas comme les fournisseurs du cloud, on ne sait pas, on peut leur faire confiance ou non. On ne sait pas ce qu'ils vont être là l'année prochaine. Donc, c'est ça qui est problématique avec le cloud. Donc, la sécurité. Donc, je vais passer rapidement sur, quoique c'est le point le plus important. Ça, c'est le point, comment on dit, le problème majeur du cloud, c'est la sécurité. Donc, on peut parler de sécurité sur trois volets. Donc, la première, c'est sécurité du stockage. Donc, tu as une donnée qui est stockée. Est-ce que, elle est stockée sur un disque quelque part, c'est sûr. Mais est-ce que ce disque, est-ce qu'on a assuré une redondance? Ça, c'est des choses qu'on doit vérifier. Est-ce que la redondance de données, si le disque crache, on ne sait pas. C'est mécanique, c'est de la technologie, ça peut péter à tout moment. Si ça crache, est-ce que j'ai assuré une redondance? Donc ça, c'est la première crainte. On a aussi la confidentialité des données. Ces données-là, elles ne sont pas chez nous, elles sont ailleurs. Est-ce qu'elles sont sécurisées? Est-ce qu'il n'y a pas des virus qui peuvent aller, bien sûr, infecter ces données? La sécurité des locaux. Les locaux, ces data centers, ils existent à quelque part. Est-ce qu'on est sûr que les gens ne peuvent pas rentrer à l'intérieur? Donc, vous voyez, ces trois points, c'est les points les plus importants quand on parle de sécurité dans le cloud. Et je vous dis, à date, on n'est pas encore rendu. Donc, dans le fond, c'est des points qui se soulèvent encore à date. Parce que la sécurité, comme vous pouvez voir, dernièrement, l'attaque qu'on a eue, ça a touché un peu les données, donc ça rentre aussi dans le même contexte. Donc la sécurité, c'est comme le point le plus important dans le cloud. Donc, mais bien sûr, il y a des progrès, il y a des solutions qui existent, mais pas efficaces à 100%, mais je peux dire que c'est en cours d'évolution. Enfin, là, j'ai fini. Je voulais juste vous présenter un peu les plus grands data centers, ou plutôt les 10 plus grands data centers au monde. J'ai commencé par le 10e, pour garder un petit suspense. Okay? Donc, ça, c'est le 10e, donc c'est à Las Vegas. Donc, regardez, c'est 407 pieds carrés, c'est énorme. Donc, vous avez le 9e ici, 470 000 pieds carrés, donc c'est toujours, on est aux États-Unis. Toujours aux États-Unis, okay, 485, ça c'est le 3e, le 8e, pardon. Le 7e, OK, 538, donc ça c'est une image Google Earth du data center. Enfin, un à Dublin, okay, donc en Irlande. Donc ça c'est le 6e, donc 550 pieds carrés. Donc ça c'est le 5e, toujours aux États-Unis, 700 000 pieds carrés. Là, vous attendez tous le premier. Hein. En Europe, okay, en Grande-Bretagne, donc 750 000. Donc ça, c'est aux États-Unis, 750 000 pareil. Atlanta, donc 980 000. Le premier, okay, toujours aux États-Unis, 1,1 million pieds carrés. C'est énorme. J'ai fini, je te promets. J'ai peut-être une ou deux questions. Hein. Des questions rapides. Après ça, les invités continuent de poser des questions pour être sur l'heure du midi.
OK. Une ou deux questions de serveur, bien sûr. Oui. À l'époque de la jeunesse de la domotique, il y avait un gros problème qui limitait et qui a comme tué le marché, c'est l'interopérabilité et les standards que les compagnies proposaient pour contrôler leur partie de marché. Est-ce que ça a été éliminé par le cloud puis par les services SAS? Est-ce qu'il y a encore des problématiques reliées à ça? C'est sûr que... J'achète un bidule, puis je veux que l'interface de l'autre compagnie puisse me donner les données analysées énergétiques, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable? Puis, est-ce que c'est plutôt la partie interface qui est manquante? Parce qu'analyser le big data, c'est pas fait encore. Non, pas encore. On n'est pas rendu. C'est plus l'interface qui permet de voir, de faire ce qu'on veut. On a encore des joueurs qui sont toujours fermés, comme Apple. Donc, ça, on ne peut pas y faire. Là. Ils sont toujours fermés. Mais je peux dire qu'ils font leur affaire parce qu'ils produisent toute la chaîne, donc du sensor jusqu'à l'analyse des données. Ils proposent même des interfaces. Ils peuvent même proposer, par exemple, pour l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, pour contrôler, par exemple, votre température chez vous. Ils proposent tout. Donc, du sensor jusqu'à l'interface. Et vous aurez une application à télécharger sur votre iPhone, bien sûr. Mais donc, c'est ça. Donc, vous avez quand même la chaîne en entier, mais il n'y a pas d'interopérabilité avec ces systèmes-là. Mais les autres, non. Donc, les autres, non. Les autres, ils sont plus ouverts. Donc, ils utilisent la plupart Android. Exact. Ils utilisent plus Android, dans le fond. Okay? Parce que Android, dans le fond, c'est quoi? C'est un Linux à la base. Et Linux, c'est ouvert, donc c'est ça qui est bon. Donc, c'est pour ça que les autres, ils sont plus ouverts. Donc là, je dirais que... Interopérable, exact. Donc, mais on peut entrer, on peut même récupérer le code source et on peut changer, on peut intégrer le bidule dans un gros projet, dans un framework. Donc ça existe, c'est possible. Mais pas toujours avec certains joueurs comme Apple. Pas coupé en deux parce qu'Apple, je pense qu'il va à un moment donné, il va s'intégrer parce que là, il commence à perdre beaucoup de parts de marché dans le fond. Mais c'est sûr qu'un jour, il va se rendre compte, il va intégrer la communauté. Merci.